Tout le monde a déjà eu un béguin à un moment donné dans sa vie. Tu veux être près de cette personne, tu te surprends à penser à elle avant de t'endormir. Tu sens des papillons à chaque message, espérant que ce soit elle. C'est normal d'être humain. Que se passe-t-il quand un béguin devient obsession? Quand tu ne peux ni manger ni dormir parce que tu es trop déprimé d'être loin d'elle. Quand tu n'arrives même plus à accomplir les tâches quotidiennes les plus simples parce que tu ne peux pas t'empêcher de penser à elle. Quand tu commences même à la traquer sur les réseaux sociaux et dans la vraie vie, juste pour pouvoir être près d'elle. Bienvenue sur le subreddit Limerence, un espace pour les personnes dont la vie a été consumée par quelqu'un qui ne partage pas leurs sentiments et qui, dans certains cas, ne sait même pas qu'elles existent. Enquêtons ensemble. Si tu apprécies les mystères d'Internet et les contenus troublants, abonne-toi et active les notifications pour voir d'autres vidéos similaires. Pour soutenir la chaîne, deviens membre Ko-fi ou de la chaîne pour accéder aux vidéos complètes et à d'autres avantages, ou laisse-moi un pourboire via merci sous cette vidéo. Merci à celles et ceux qui y penseront. Selon le subreddit, une définition simplifiée de la limérance est un état d'esprit qui résulte d'une attirance romantique envers une autre personne et qui inclut généralement des pensées et des fantasmes obsessionnels, ainsi qu'un désir de former ou de maintenir une relation avec l'objet de son amour et de voir ses sentiments réciproqués. Comme mentionné en introduction, ces sentiments sont bien plus intenses que ceux d'un simple béguin. Il y a beaucoup de similitudes, mais la limérance pousse les choses à l'extrême absolu. Par exemple, si tu as un béguin, tu pourrais penser souvent à cette personne, alors que si tu es en limérance, tu penseras de façon obsessionnelle à cette personne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Tu passes ton temps à fantasmer et à imaginer des scénarios sur eux. Avec un béguin, tu espères qu'il remarque ta story Instagram. Avec la limérance, tout ce que tu publies vise à attirer leur attention et s'ils ne réagissent pas au WhatsApp, tu restes déprimé toute la semaine. Avec un béguin, tu pourrais plus facilement aller à la fête d'un ami commun s'il y est. Avec la limérance, tu pourrais connaître leurs moindres déplacements et tu saisis chaque occasion de te retrouver par hasard là où tu sais qu'ils seront dès que tu en as l'opportunité. Cela peut inclure visiter le café où ils travaillent chaque jour, te retrouver par hasard à l'événement mentionné sur les réseaux sociaux ou prendre le même train qu'eux après le travail, même si cela rallonge ton trajet d'1 heure. Certaines personnes sont même allées jusqu'à déménager pour vivre plus près de leur objet de limérance ou objet de limérance. Il n'y a aucune limite à ce que certaines de ces personnes sont prêtes à faire, et ces sentiments obsessionnels peuvent durer des mois, des années, voire toute une vie dans certains cas. L'objet de limérance peut être un ami, un voisin, un collègue, un ex, une connaissance ou même quelqu'un qui ignore votre existence comme un serveur, un habitué de la bibliothèque, une personne croisée brièvement ou une célébrité jamais rencontrée. Les personnes qui vivent en la limérance pourraient la décrire comme une obsession, le sentiment d'être complètement éprise de quelqu'un, de le voir comme parfait, de croire profondément qu'il s'agit de votre âme sœur et tous les défauts qu'il pourrait avoir sont généralement minimisés, voire idéalisés. Certaines utilisatrices de ce subreddit décrivent cette passion comme le scénario d'un film. Elles écrivent de la poésie sur leurs désirs et se torturent en écoutant de la musique qui leur rappelle cette personne. Bien que beaucoup sachent objectivement que leur obsession n'est pas saine et qu'il n'en sortira jamais rien, certaines semblent totalement dans l'illusion et croient que cette personne au hasard, à qui elles n'ont même jamais parlé, ressent la même chose pour elles et qu'un jour elles s'en rendront compte toutes les deux et vivront heureuses pour toujours. Voici un exemple d'une utilisatrice décrivant son objet de désir. À celui qui demande pourquoi je l'aime à l'excès. Parce qu'il a des qualités incroyables que je n'ai pas, que j'admire. On a une connexion naturelle, on se comprend sans effort, j'adore nos taquineries et il me fait rire. Il est aussi mon opposé total, ce qui me fascine. Nous avons parlé chaque jour pendant 3 ans parce que nous traversions des moments difficiles quand nous nous sommes rencontrés et nous nous sommes aidés mutuellement. Parce que j'aime sa façon d'être calme et posé, parce qu'il danse seul dans sa chambre, parce qu'il dort avec un ours en peluche d'enfance, parce que ses cheveux sont ondulés, à cause de ses yeux bleus, à cause de son énergie charismatique, à cause de son attitude un peu arrogante, parce qu'il est toujours heureux et optimiste,
parce qu'il est triste en prenant son petit déjeuner seul à cause de la façon dont il dit « Oh my days », à cause de la façon dont il dit « newt » au lieu de « night », à cause de son intérêt pour la science, son esprit logique, son amour de l'architecture, sa passion pour l'histoire, son patriotisme pour le pays de Galles, son accent britannique, sa soif d'être le meilleur, à cause de son sourire, à cause de son rire, à cause de la façon dont il m'appelle par son surnom pour moi, à cause de ce que j'ai ressenti quand il m'a serré dans ses bras, à cause de la sensation de son nom dans ma bouche, parce qu'il me montre des lieux sur Google Maps en rêvant d'y aller, qu'il veut m'emmener chez Denise à 2 heures du matin et qu'il fait battre mon cœur plus vite quand je pense à lui. À cause des chansons qu'il m'envoie pour que je les écoute, à force de partager des chansons sur Discord et de dire « Et j'adore cette chanson » quand on en trouve une qu'on aime tous les deux, parce qu'il m'a aidé pendant une crise d'angoisse et tente de diagnostiquer mes maux de tête. À cause de la façon dont il m'a appelé sa coupe de champagne. C'est ce que je voulais dire quand j'ai dit que chaque minuscule détail concernant un loved one est idéalisé, et bien sûr, dans une certaine mesure, c'est assez normal quand on est en couple avec quelqu'un. Tu vas remarquer et apprécier les petites choses, mais avec un loved one, ça montre à quel point on suranalyse tout ça, et il semble que beaucoup d'utilisateurs sur ce forum se torturent avec ces petits détails qui en réalité ne sont pas si uniques à une seule personne, ou avec des choses qui au final n'ont pas vraiment d'importance dans l'ensemble. Avant d'examiner d'autres publications, voyons quelques théories expliquant pourquoi les gens deviennent limorants. La limérance serait liée au traumatisme d'enfance. De nombreuses personnes en limérance ont été abusées, négligées ou ont manqué d'amour et de reconnaissance durant l'enfance. Cette négligence enfantine se traduit par un fort besoin d'amour et d'attention obsessionnelle. Les personnes limérantes s'obsèdent pour leur objet de limérance dans l'espoir que celui-ci ressente la même chose et finira par leur rendre l'appareil, leur offrant ainsi l'amour et l'affection qui leur ont manqué durant l'enfance. Il va sans dire que ces personnes ont des styles d'attachement anxieux. Un niveau important d'anxiété naît à l'idée de perdre quelqu'un qui ne leur a jamais appartenu dès le départ. Certaines souffrent de maladies mentales comme la dépression et le trouble de la personnalité borderline. Comme je l'ai dit précédemment, il semble y avoir un aspect où les gens se torturent eux-mêmes à cause du fait perçu qu'ils ne seront jamais avec cette personne, ce qui peut être dû à la dépression, etc., et qui alimente également davantage la dépression. Certaines vont adopter d'autres comportements liés à l'anxiété et aux troubles obsessionnels compulsifs, par exemple, des comportements compulsifs comme l'accumulation ou le shopping excessif. Tout semble se résumer à combler le vide et à éviter le sentiment de perdre quelque chose ou d'en manquer, que ce soit l'amour ou les biens matériels. En tenant compte de tout cela, il est important d'éprouver de l'empathie envers les personnes limériques. Je ne dis pas qu'il faut approuver leurs actions s'ils vont jusqu'à harceler leurs personnes d'intérêt, c'est évidemment extrêmement inapproprié, mais il est facile de se moquer de ces personnes ou de lever les yeux au ciel en pensant que ce n'est qu'un adolescent qui vit son premier béguin. Mais la limérance peut être débilitante et nuire à la capacité de vivre normalement. Certaines personnes ont envisagé de se suicider et d'autres y sont malheureusement arrivées. La plupart de ces personnes sont soit atteintes de troubles mentaux, soit souffrent encore profondément à cause de traumatismes vécus pendant leur enfance, donc on peut compatir avec elles sans pour autant normaliser ou excuser des actions qui pourraient être nuisibles aux autres. La limérance influence différemment la vie des gens. Il y a généralement une perturbation importante dans la vie de la personne, elle ne peut se concentrer sur rien d'autre que son objet de limérance. Cela peut aussi nuire à leur alimentation et à leur sommeil. Ils peuvent être en couple avec quelqu'un d'autre, mais cette relation finit par se détériorer à cause de leur obsession pour une autre personne. Lorsque la limérance dure des années, elle peut provoquer un cycle de malheur, de relations ratées et de mauvaises décisions, comme l'a vécu cette utilisatrice qui a intitulé son message « Ne finissez pas comme moi ». 14 ans déjà avec mon dernier objet de limérance. Il vit sa vie et je tourne en rond à cause de lui. Ma vie a toujours été une suite d'objets de limérance. Ça a commencé avant même que les garçons ne m'intéressent. Je me suis d'abord attachée à des livres et à des stars d'Hollywood avant ma meilleure amie et mon premier objet de limérance. Ça a commencé à 14 ans et ça ne s'est jamais arrêté. Je suis passée de l'un à l'autre, comme sur des barres de singe, jusqu'à ce que je m'installe dans 2 relations à long terme, toutes les 2 avec des alcooliques. Elles ont toutes les 2 échoué à cause de la limérance et de l'alcool.
Mon mariage allait bien jusqu'à ce que je développe une limérance pour un homme marié dans un jeu vidéo sans connaître son apparence, et c'est ma situation actuelle. Ne finis pas comme moi. À la cinquantaine, je suis seule, rongée par la culpabilité, la honte et la dépression, probablement pour le reste de mes jours. Je n'arrive pas à tourner la page sur mes anciennes relations, donc je ne peux pas en commencer une nouvelle. Je suis tellement obsédée amoureusement que j'ai pitié de quiconque serait avec moi. Toutes mes relations se sont dissoutes à cause de mon incapacité mentale à me connecter correctement. Maintenant que je connais la limérance depuis 8 mois, ma vie est plus claire. Je sais pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait. Je réalise avoir été négligée et maltraitée durant des années cruciales et que la limérance était mon refuge. Je comprends que je dois utiliser de meilleures façons de faire face. Je vois désormais mon objet de limérance autrement et réalise à quel point j'allais mal. Je vais continuer à me consacrer à aller mieux. Mes enfants ont le plus souffert. J'essaie de réparer et guérir ces blessures. Ne finissez pas comme moi. Vous savez que vous êtes limérant, continuez à travailler dessus. Trouvez une personne avec qui vous êtes sur la même longueur d'onde, vous méritez d'avoir un partenaire stable. J'apprécie ce forum pour les affirmations quotidiennes, je vais continuer à aspirer à la paix. Paix à vous, merci pour ce coup de gueule, cet espace est sacré pour moi. C'est rassurant de voir que cette personne prend conscience de l'impact de la limérance et se remet peu à peu. Mais c'est déprimant qu'il ait fallu attendre la cinquantaine pour un changement. Ils ont perdu tant d'années dans ce cycle, j'espère seulement qu'ils auront une vie plus saine et épanouissante à l'avenir. Voici un autre message de quelqu'un qui en est au premier stade de la limérance. Je ne sais comment l'exprimer, mais mon cœur était lourd, mon corps engourdi, mon esprit s'évade sans cesse en pensant à elle. Savoir que je ne peux pas la voir me fait très mal, j'ai l'impression que mon cœur se déchire, comme si quelque chose le piquait sans arrêt. Cela fait 1 mois que je ressens cela. Chaque jour et nuit, je m'allongeais en ressentant la douleur. Est-ce une dépression? Je l'ignore. Je n'avais jamais ressenti ces émotions auparavant, c'est l'émotion la plus forte que j'ai jamais ressentie et je ne peux rien y faire. J'ai tenté de l'oublier en bloquant ses réseaux et en m'occupant, mais son visage revenait sans cesse dans mon esprit. Je la débloquais juste pour prendre de ses nouvelles. Je mange moins. J'ai perdu 6 kilos ce mois-ci et je n'ai plus le même appétit. Je parle aussi beaucoup moins. Je suis introvertie. Je ne parlais déjà pas beaucoup avant que tout ça m'arrive. Et maintenant, je n'ai plus envie de parler à personne, même pas à ma famille. Quand je dois, je réponds brièvement, sans intérêt. Je sentais que ma voix était paresseuse. Je n'ai ni l'air ni l'envie de parler à qui que ce soit, je le sens. Je ne sais pas s'il le remarque, car je ne parle pas toujours de mes problèmes à ma famille ou à mes amis. La douleur de tomber amoureuse de quelqu'un dont tu sais que tu ne peux pas la voir est trop forte. Je voulais la voir comme une fille parmi d'autres, pas comme quelqu'un dont je tombe amoureuse. Les personnes limériques iront souvent très loin pour que leur ELO les remarque. Cela inclut des choses comme publier sur les réseaux sociaux, mais ça va généralement bien plus loin que ça. Certaines personnes vont littéralement repenser toute leur vie. Voici un exemple tiré d'un commentaire sur une publication demandant aux utilisateurs comment leur vie a changé à cause de leur ELO. Déménager, lancer une entreprise, choisir une nouvelle carrière, un nouveau passe-temps, mon style vestimentaire, la musique, les vacances, etc. Mais je ne connais pas vraiment mon ELO, donc tout cela reflète ce que je pense qu'il ou elle aimerait. Finalement, tout dépend de ce que je crois devoir ou vouloir être. Cette pensée m'aide beaucoup parce qu'au fond, cela signifie que je fais ces choses pour moi-même et non pour lui. Je dois juste faire un détour mental pour décider, car je ne fais pas assez confiance à mon jugement, ne me prends pas assez au sérieux ou n'arrive pas à penser sans que ELO commande tout dans mon esprit. Pour le dire autrement, ELO n'est que ma critique intérieure. Cette personne ne connaît même pas assez son ELO pour savoir si ses choix la rendent plus attirante pour lui. Pourtant, toute son identité, carrière, lieu de vie, loisirs, vacances, repose sur ce qu'elle pense qu'il aime alors qu'elle le connaît à peine. Il n'est pas rare que la limérance vise des personnes à peine connues, ce qui, selon moi, illustre un des principaux problèmes de ce phénomène.
Ce n'est pas qu'elles sont obsédées par qui est réellement leur ELO, elles sont obsédées par cette version fictive qu'elles ont créée à partir de presque aucune information ou interaction valable. Cela soulève donc la question: que se passerait-il si le ELO de quelqu'un partageait ses sentiments? C'est en fait arrivé à quelques personnes sur le subreddit et je vais vous donner un indice. Dans la plupart des cas, elles ne vont probablement pas vivre heureuses pour toujours. Il semble que cela se passe de deux façons. Après l'aveu des sentiments par la personne d'attachement, la personne limerente devient très anxieuse, pensant que cela ne marchera pas, d'autant qu'elle a souvent façonné son identité selon les attentes de l'autre, qui n'a donc jamais vu son vrai moi. Voici un exemple, La personne d'attachement m'a avoué aujourd'hui qu'elle m'aimait follement, j'ai du mal à y croire. Après des mois à être poussé au bord de la folie chaque jour à cause de ma limérance pour cet homme, il avoue enfin. Il est amoureux de moi, c'est tout ce à quoi il pense. Il a qu'à essayer de se distraire, mais rien ne fonctionne. Il me l'a dit aujourd'hui, et c'est comme si le monde s'était arrêté de tourner pendant un moment. C'est presque comique. Je ne sais pas où tout cela va mener, j'ai l'impression de n'avoir jamais été moi-même avec lui, cherchant toujours à être parfaite. Donc il se peut qu'il ait une fausse idée de moi dans sa tête. J'espère qu'il m'aime vraiment et qu'il n'était pas là juste pour la conquête. On verra. Dans un commentaire le lendemain, auteur du post a dit « Je suis déjà tellement inquiète que ça parte en vrille. Il y a une différence d'âge importante entre nous, donc je m'inquiète de ne pas être aussi compatible intellectuellement que je le pensais. L'attirance physique est là et réciproque. Je fais de mon mieux pour ne pas saboter ça moi-même. » L'anxiété, dans une certaine mesure, est à prévoir de toute façon parce que la fantaisie et la réalité sont deux choses totalement différentes. C'est une chose de rêver d'être avec eux, de laisser ton esprit imaginer toutes les possibilités. Parce que ce n'est pas réel, mais quand ça le devient, cela n'existe plus seulement dans ton esprit. Il y a alors de vraies conséquences et des choses qui peuvent mal tourner. La fantaisie est parfaite, la réalité imparfaite. Cela arrive quand l'objet de ton obsession n'est pas la personne que tu pensais ou voulais, ce qui est souvent la deuxième cause de problème. Comme je l'ai dit auparavant, les personnes limériques sont rarement obsédées par qui est réellement l'objet de leur obsession, mais plutôt par cette version fictive d'eux qui n'existe pas vraiment, et ces deux réalités peuvent être totalement différentes. Même si l'objet de ton obsession ne change pas beaucoup, la réalité d'être avec lui peut être très différente. Aussi déprimante, vide, solitaire et anxiogène que puisse être la limérance, elle peut aussi être exaltante à certains égards. La limérance a été comparée à l'héroïne sur le subreddit. Bien que certains trouvent cela exagéré, la comparaison reste intéressante. Voici un message d'une personne qui discute de la question de savoir si la limérance est une addiction. Je me suis demandé dans un moment de faiblesse si les extrêmes de la limérance étaient compatibles avec une vie saine et des relations stables. La nuit où mon objet de limérance et moi avons couché ensemble, je ne m'étais pas senti aussi bien depuis longtemps. Un pur bonheur. Mais le lendemain, quand nous avons décidé que nous ne pouvions pas continuer comme ça, j'avais envie de sombrer au fond de la mer. Rien n'est aussi agréable que les sommets de la passion amoureuse. J'ai souvent aussi entendu cela sur l'héroïne. Les humains ne sont pas censés se sentir aussi bien qu'ils le font sous héroïne. Cette sensation n'existe que grâce à une drogue qui trouble vos récepteurs. C'est pareil pour l'euphorie de la limerence. Ne devrait-on pas ressentir ces sentiments dans une vie saine et stable? Ça me semble important de le savoir parce que si c'est possible de se sentir aussi bien sans les bas écrasants et les problèmes, alors je continuerai à chercher. Mais si ces sentiments ne sont possibles qu'au prix de sacrifices et de bouleversements, alors je serai plus en paix avec l'idée de mener une vie ennuyeuse. Je ne toucherai jamais à l'héroïne, peu importe ce qu'on en dit, et je veux appliquer la même règle à la limérance si c'est bien ça. En suivant la comparaison avec l'héroïne, il est assez logique qu'une fois que quelqu'un est réellement en couple avec son objet de limérance, l'euphorie n'est plus le même effet. Cette personne a effectivement eu une aventure avec son objet de limérance, mais pour certains, ce sentiment d'euphorie peut venir d'un simple message ou même d'un moment de contact visuel. L'obsession naît de l'espoir d'une chance avec cette personne, même si c'est peu probable.
C'est la petite dose de dopamine ressentie à chaque interaction, tout tourne autour de la poursuite. À moindre échelle, beaucoup peuvent s'y reconnaître. Il arrive souvent que l'intérêt diminue après une forte attirance initiale lors des discussions, car cela devient moins excitant avec le temps. Les héroïnomanes affirment que rien n'égale la sensation de leur première prise. Elles se sentent bien à chaque fois après cela, mais ce n'est jamais pareil que la première fois. Et bien sûr, quand elles n'en ont pas, elles se sentent plus mal que jamais. De la même manière, rien ne se compare à la sensation que ressentent les personnes limérantes lorsqu'il y a une lueur d'espoir que les choses avancent avec leur objet de limerence. Le pic de dopamine au cœur du désespoir, mais lorsqu'elles obtiennent ce qu'elles veulent, ce n'est plus aussi excitant, la nouveauté a disparu. Voici un message d'une personne qui ressent cela. Je m'ennuie et je regrette d'être en couple avec mon coup de cœur. C'est un piège, les gars. Après 14 ans d'amour passionné, mon coup de cœur est enfin mon petit ami, mais je m'ennuie terriblement. Tout ce qui faisait s'emballer mes neurones toutes ces années ne me fait absolument plus rien maintenant. Tout ce que je vois maintenant, ce sont les défauts et les incompatibilités que j'étais pourtant si prête à accepter auparavant. Je pense pouvoir dire avec confiance que mon cerveau est cassé, que mes pensées ne sont pas fiables et que mon loved one ferait mieux de rester loin de moi parce que le piédestal sur lequel je l'ai mis est en train de s'effondrer et j'ai tellement peur des dégâts que ça va causer à son estime de soi déjà fragile. Relire mon journal d'il y a 3 mois est à la fois dévastateur et divertissant parce que même si je me souviens à peine de l'intensité de chaque émotion, je peux clairement le voir dans ce que j'ai écrit. Tout est tellement confus, maladroit, juste un mélange de pensées guidées par l'incertitude et les suppositions. Je suis accro à l'euphorie d'être obsédée par quelqu'un que je me suis convaincue d'être hors de portée et c'est tout ce que ça sera jamais. Je suis accro à la nouveauté et cherche désespérément la validation tout en ayant très peur. Chaque fois que mon loved one fait quelque chose que j'aime, je me lamente aussitôt en disant que c'est trop bien ou gentil. Je doute de vouloir vraiment ressentir du plaisir. J'ai peut-être aimé cette souffrance et cette misère. L'illusion d'être la victime dans ma vie où je ne suis jamais assez, peu importe mes efforts. C'est clair pour moi parce que je me retrouve souvent à lutter contre l'envie de poser des questions sur d'anciens scénarios pour essayer d'éclaircir les choses d'un point de vue du jeu. Je ne veux pas construire quelque chose de nouveau. Je veux continuer à ruminer et à m'obséder sur toutes ces petites questions qui sont soit complètement hors de propos, soit sans réponse. Mon enfant intérieur est au volant et mon moi adulte n'a aucune idée de comment reprendre le contrôle. Je vais terminer avec ce petit passage de mon journal qui m'a vraiment marqué. 3 mois après une soirée jeu avec mes amis, j'ai écrit que je regrettais de ne pas lui avoir fait un câlin en partant. Je dois me retenir, sinon je suis sûre que la situation va vite empirer. Je dois être reconnaissante pour ce que je reçois gratuitement et rester patiente. Je savais exactement où j'allais finir et maintenant me voilà. Nous aurions pu construire une belle amitié, mais l'engouement a une telle façon de détruire tout ce qui a de la substance ou de la valeur. En fin de compte, l'engouement cause presque toujours une souffrance inévitable. Soit tu t'éprends de quelqu'un qui ne ressentira jamais la même chose et chaque choix que tu fais devient une tentative désespérée d'obtenir la validation de quelqu'un qui ne pense même pas à toi, soit, dans l'une des rares situations où la personne d'intérêt ressent la même chose, ça ne fonctionne généralement pas parce que l'obsession n'est pas réellement ancrée dans la réalité et très souvent, le cycle finit simplement par se répéter avec quelqu'un d'autre. Comme l'ont montré certains témoignages, cela peut gâcher des années de vie comme toute addiction et il peut être très difficile d'arrêter. La démarche recommandée par les utilisateurs du subreddit est généralement d'arrêter de contacter la personne d'intérêt si jamais tu l'as fait, puis d'associer cela à une forme de thérapie, de t'occuper avec des loisirs et de te distraire en rencontrant d'autres personnes. Mais tout cela est plus facile à dire qu'à faire. Et même s'il y a quelques témoignages de réussite sur le subreddit, il y a nettement plus d'histoires de personnes qui essaient et échouent à surmonter la limérance. Heureusement, je ne crois pas qu'il y ait de récits vraiment horribles venant du subreddit. Au moins, il n'y a pas d'histoire du genre « si je ne peux pas t'avoir, personne ne le pourra » ou de meurtre ou quoi que ce soit de ce genre. Mais quand la limérance est poussée à l'extrême, ce n'est certainement pas hors du domaine du possible.
Il y a eu de nombreux cas de personnes devenant obsédées par quelqu'un avant de les tuer ou d'essayer de le faire. Un exemple bien connu est Ricardo Lopez, qui est devenu obsédé par la chanteuse islandaise Björk. Selon Wikipédia, il a collecté des informations sur sa vie, suivi sa carrière et lui a écrit de nombreuses lettres de fans. Au départ, Lopez la voyait comme sa muse et disait que sa passion lui donnait de l'euphorie. Avec le temps, son obsession a grandi et il s'est déconnecté de la réalité. Dans son journal, Lopez écrivait qu'il désirait être accepté par Björk et être une personne qui aurait un impact sur sa vie. Il fantasmait d'inventer un voyage dans le temps pour retourner dans les années 70 et devenir l'ami de Björk lorsqu'elle était enfant. En 1996, Lopez vivait seul dans un appartement à Hollywood, en Floride. À cette époque, il a lu dans Entertainment Weekly que Björk entretenait une relation amoureuse avec le musicien anglais Goldie. Lopez a été en colère face à ce qu'il considérait comme une trahison et au fait qu'elle soit impliquée avec un homme noir, écrivant dans son journal « J'ai perdu 8 mois et elle a un putain d'amant ». Il a commencé à imaginer comment punir Björk. Lopez a cessé d'écrire dans son journal pour filmer un journal vidéo chez lui. Selon Lopez, le but du journal était de documenter ma vie, mon art et mon plan. Ce que je recherche en te parlant, c'est du réconfort. Je suis ma psychologue, tu es une caméra, je suis Ricardo. Il a enregistré 11 cassettes vidéo contenant chacune environ 2 heures de séquence. Les cassettes contenaient des images de Lopez préparant sa vengeance et parlant de son béguin qui est finalement devenu une obsession. Furieux de la relation entre Björk et Goldie, Lopez a décidé de la tuer. Dans une entrée, il a dit « Je vais juste devoir la tuer. Je vais envoyer un colis. Je vais l'envoyer en enfer. Copugement. » Initialement, Lopez voulait fabriquer une bombe d'aiguille hypodermique contenant du sang contaminé par le virus de l'immunodéficience humaine afin d'avoir un impact durable sur la vie de Björk. Lopez, réalisant qu'il ne pouvait fabriquer ce dispositif, a alors construit une lettre piégée avec de l'acide sulfurique dans un livre creusé qu'il comptait envoyer chez Björk à Londres. Le dispositif devait exploser et blesser ou tuer Björk à l'ouverture du livre. Il prévoyait de se suicider après avoir envoyé la bombe, espérant retrouver Björk au paradis. Le matin du 12 septembre 1996, Lopez a commencé à filmer la dernière entrée de son journal vidéo. La dernière cassette, intitulée « Dernier jour », Ricardo Lopez, commence avec Lopez qui se prépare à aller à la poste pour envoyer la lettre piégée. Il a dit qu'il était très anxieux, mais qu'il se suiciderait plutôt que d'être arrêté s'il éveillait des soupçons. De retour de la poste, il a repris le tournage. Sur la musique de Björk, Lopez nu se rase la tête et les sourcils, puis peint son visage en rouge et vert. Il s'examine dans un miroir et dit à la caméra qu'il est un peu nerveux maintenant. Il déclare ensuite « Je ne suis certainement pas ivre, je ne suis pas déprimé. Je sais exactement ce que je fais. Le pistolet est armé, il est prêt à l'emploi. » Alors que la chanson de Björk « Je me souviens de toi » se termine, Lopez crie « C'est pour toi » et se tire une balle dans la bouche avec un revolver. Heureusement, le colis n'a jamais été livré à Björk. Quand la police a découvert le corps de Ricardo, elle a prévenu Scotland Yard, mais la police métropolitaine avait déjà sécurisé et désamorcé le colis intercepté à Londres. Björk a été bien sûr bouleversée par l'incident, le décrivant comme terrible et très triste. Elle n'a pas dormi une semaine et dit que les gens ne devraient pas la prendre trop au sérieux ni s'immiscer dans sa vie privée. Elle a aussi envoyé une carte et des fleurs à la famille de Ricardo. Ricardo n'a pas qualifié ses sentiments de limerence, mais cela semblait exactement cela. Il ne connaissait pas Björk, mais en était obsédé. Il avait cette version fictive d'elle dans son esprit, basée uniquement sur sa personnalité publique, et lorsque cette version idéalisée d'elle a soudainement changé, c'est-à-dire qu'elle a eu un petit ami, cela l'a mis tellement en colère qu'il a planifié de la tuer. À ma connaissance, personne sur le subreddit Limerence n'est allé aussi loin, mais de nombreux utilisateurs admettent traquer leur objet de désir, ou obtenir des informations qui leur permettront de le faire. Par exemple, peut-on
La limérance peut-elle ressembler fortement au harcèlement? J'ai l'impression de frôler la limite. J'écoute toutes les conversations de mon objet de limérance pour obtenir toute information ou connaissance utile. Par exemple, elle travaille au bar que je fréquente. J'ai découvert, en écoutant et en fouillant, quel jour elle travaille, quels sont ses horaires, si c'est le jour ou la nuit, et à quelle heure chaque service commence. Le service de jour est de l'ouverture à midi à 17h et le service de nuit de 17h à la fermeture à 23h30. J'ai même retenu la plaque d'immatriculation de sa voiture. Je ne sais même pas si ça m'aiderait, à part savoir quelle est cela si je vois sa voiture. Elle m'a déjà dit lors d'une conversation qu'elle avait un petit ami, mais elle n'a pas précisé de qui il s'agissait. Grâce à mes recherches et à ma présence fréquente au bar, je peux dire avec environ 80% de certitude que j'ai découvert de qui il s'agit. Si ce message était déjà inquiétant, ses commentaires le sont encore plus. Il est convaincu que même si sa lumière rouge a un petit ami, elle doit être intéressée par lui parce qu'ils ont eu des conversations et qu'elle lui a souri. Il a dit que ce qu'il fait, ça marche. Il le sait parce que son père est sorti avec une fille, il y a des années, qui avait un ami masculin, et quand son père et cette fille se sont séparés, elle a commencé à sortir avec son ami et ils sont restés ensemble jusqu'à sa mort. Citation. C'est littéralement exactement ce que je fais. Cet homme a attendu des années pour que son plan fonctionne et ça a marché. Je n'ai aucune preuve que ma loved one et son petit ami vont rompre, mais cet homme qui s'est mis avec l'ex de mon père après 4 ans n'en avait pas non plus, mais parce qu'il était là, il a réussi. Heureusement, il y avait quelques personnes dans les commentaires qui essayaient de raisonner avec ce gars et de lui faire remarquer qu'il avait l'air fou et que traquer quelqu'un dans la vraie vie, c'est aller trop loin, mais il ne voulait rien entendre. D'autres personnes dans les commentaires ont reconnu avoir suivi leur loved one en personne et plusieurs autres posts similaires existent sur le subreddit. Certains des posts les plus intéressants que j'ai trouvés sur le subreddit venaient de personnes qui étaient elles-mêmes limerantes, puis qui ont vécu le fait de devenir l'objet de limerance de quelqu'un d'autre, ce qui a été un véritable électrochoc pour elles. En voici un exemple. Je n'avais pas compris à quel point ma limerance était étrange avant que quelqu'un en soit aussi atteint envers moi. Pendant longtemps, j'ai été super limerante d'une bibliothécaire et j'allais à la bibliothèque tous les jours pour lire des livres. Il a vite remarqué que je le regardais souvent et cherchais des excuses pour lui parler plusieurs fois. Je n'ai jamais réalisé à quel point j'étais étrange jusqu'à récemment. Un homme à l'université me fixe, me sourit et tente de s'asseoir près de moi. Pour être honnête, ça m'a vraiment mise mal à l'aise. Je prends mes affaires et disparais dès que je le vois. C'est super gênant de voir quelqu'un qui ne m'intéresse pas agir comme ça. Pauvre bibliothécaire, il n'avait pas la possibilité de disparaître pendant que je le traquais sur son lieu de travail. J'ai tenté de le cacher, mais je crois que c'était évident. Je suis soulagée que la limerance soit finie. J'ai souffert plus d'1 an et pleuré presque chaque jour pour un inconnu. Honnêtement, parfois j'ai peur de moi-même. Cette histoire de limerance me fait peur, mais je ne peux pas m'en empêcher. J'ai trouvé une nouvelle victime de limerance, mais je sais qu'il est effrayant d'apparaître sur son lieu de travail. Je me contente de fantasmer. Ma solitude m'a poussée à agir ainsi, ce qui m'embarrasse. Voici un autre exemple. D'habitude, c'est moi qui suis obsédée par les gens. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai rejoint ce subreddit, mais j'ai eu comme un déclic récemment en passant du temps avec quelqu'un dont j'ai réalisé qu'il était obsédé par moi. J'ai toujours pensé que ma tendance à idéaliser et à romantiser mes objets de désir était romantique, même si c'était voué à l'échec, que ces sentiments étaient dignes de poésie et de musique, mais je me rends compte maintenant que je me trompais. C'est inconfortable d'être mise sur un piédestal, vue comme une personne fantasmatique, une fée de rêve excentrique. On a presque l'impression d'être fétichisé. Mon humanité disparaît. Au début, on s'est rapprochés grâce à nos goûts musicaux communs et je pense qu'on avait un lien naturel étant toutes les deux des personnes un peu tristes qui se reconnaissaient un peu trop dans Mitski. Mais c'était trop rapide, trop intense, la façon dont il a ressenti des choses pour moi si vite après. Nous nous sommes rencontrés en voyageant 2 jours et avant de nous séparer, il a avoué vouloir continuer à me voir. Je l'ai gentiment repoussé. Je lui ai dit que je ne cherchais pas de relation, mais il a pratiquement ignoré ce que j'ai dit
et a réservé un vol pour ma ville quelques semaines plus tard en disant qu'il devait me revoir pour voir où cela mènerait. Cette idée me mettait mal à l'aise et je l'ai plus ou moins fait comprendre, mais il n'a pas compris. Il ne voyait en moi qu'une projection de ses fantasmes et était aveugle à ce que je voulais vraiment. Avant, je croyais que la limerence était le plus beau compliment, être adoré et aimé, mais je comprends maintenant que c'est égoïste. Nous attendons de nos objets de limerence qu'ils nous sauvent sans reconnaître leur individualité hors de notre vision idéalisée. Quand nous nous sommes revus, c'était troublant de voir comment il me regardait, comme si j'étais quelque chose qu'il voulait consommer, parce qu'en réalité, ce n'était même pas moi qu'il voyait, mais une projection de ses fantasmes, une échappatoire à ses propres problèmes. C'était étrange, je comprenais ses sentiments car j'étais déjà passée par là, mais je ressentais un profond décalage entre son regard sur moi et qui j'étais vraiment. Je me suis toujours demandé pourquoi les personnes pour qui j'avais des sentiments intenses ne semblaient jamais vraiment s'intéresser à moi, alors que celles que je fréquentais sans être amoureuse semblaient plus enclines à vouloir une relation. Je réalise que j'ai sans doute mis mal à l'aise mes objets de limerence. Les gens veulent être perçus pour ce qu'ils sont, avec leurs défauts, et non comme une image idéalisée destinée à régler les problèmes d'autrui. Ces publications me fascinent car les personnes limériques ignorent souvent ce que ressentirait leur objet s'ils connaissaient leur obsession. Évidemment, les personnes limériques ne choisissent pas librement d'être limériques. La plupart d'entre elles ne veulent pas vraiment que leur objet de limerence se sente mal à l'aise et dans de nombreux cas, l'objet de limerence n'est même pas au courant de la situation. Mais peut-être que pour certaines personnes, devenir l'objet de limerence de quelqu'un d'autre pourrait les aider à surmonter leur propre limerence car cela leur permet de voir la situation sous un autre angle. En général, le subreddit sur la limerence est assez captivant parce que la plupart des gens peuvent probablement commencer à s'y reconnaître, mais de façon beaucoup moins extrême. La majorité des membres du subreddit sont inoffensifs et recherchent soutien, validation et appartenance durant des périodes émotionnelles intenses et pour surmonter leurs obsessions. Bien sûr, les aspects plus sombres de la communauté concernent ceux qui manquent de retenue et adoptent des comportements nuisibles et problématiques, et le subreddit offre un aperçu à la fois inquiétant et intéressant de l'esprit de ces personnes. Parfois, c'est presque comme un épisode de Toi, et cela peut être vraiment terrifiant. Vous pourriez être l'objet de l'obsession de quelqu'un. Peut-être qu'il y a quelqu'un, quelque part, qui est totalement obsédé par vous, qui sait où vous êtes et ce que vous faites à chaque minute de chaque jour, qui vous suit partout et connaît tout ce que vous aimez ou n'aimez pas, façonnant sa personnalité et son apparence pour être votre partenaire idéal alors que vous ne savez même pas qu'il existe. Partagez vos avis en commentaire et suggérez d'autres subreddits troublants ou controversés à traiter dans un prochain épisode. Si la vidéo vous a plu, likez et abonnez-vous. Merci infiniment à mes membres Ko-fi et aux membres de la chaîne affichés à l'écran. J'apprécie vraiment votre soutien. Merci d'avoir regardé, à jeudi prochain pour une nouvelle vidéo.